l'Europe s'est assise dans une espèce de bien-être en regardant le western américain et en attendant que les choses se passent. Et il y a quand même... De Gaulle avait averti l'Europe en disant les relations internationales, ce sont des relations d'intérêt, de rapport de force. Et l'Europe n'a jamais voulu faire en sorte d'être une puissance, non pas pour être une puissance impérialiste, mais au contraire pour être une puissance d'équilibre dans le monde. Et on a perdu beaucoup de temps. Et je m'excuse de me citer, mais j'ai publié un livre il y a 3 ans où j'ai écrit « L'Europe, l'être ou le néant ». L'Europe avait choisi le néant stratégique. Bien, messieurs, commençons par Trump. Trump qui provoque. Voilà ce qui s'est passé. C'était au moment du forum économique de Davos. Il a notamment souligné que, selon lui, les Européens n'avaient pas été très solidaires, notamment sur le plan militaire, en Afghanistan, disant d'ailleurs que les soldats européens étaient restés un peu loin des lignes de front. Voilà, une remarque qui a suscité de vives critiques de la part des chefs d'État européens, notamment son homologue britannique, qui a rappelé qu'au contraire, donc Keir Starmer pour le citer, qu'au contraire, il y avait même, je crois, les Anglais enregistrent plus de 2000 morts sur le front afghan. Il en va de même pour d'autres pays européens. La France a aussi perdu des soldats, le Danemark, la Pologne, l'Italie. Bref, Trump a un petit peu rétropédalé en ce qui concerne les Anglais, après avoir échangé avec Keir Starmer. Mais en tout cas, on voit qu'il se permet un peu tout vis-à-vis de ses homologues européens. Maître, je commence avec vous. Qu'est-ce que ça dit de la situation relationnelle diplomatique entre les États-Unis et l'Europe? Est-ce que c'est juste une simple provocation, du mépris ou juste de l'inculture de la part de Donald Trump? C'est intéressant de parler de Donald Trump parce que c'est un homme politique, je mets homme politique entre guillemets d'ailleurs, qui fait au pouvoir ce qu'il a hélas annoncé pendant sa campagne électorale. Le monde actuel est menacé par toute une série de menaces hybrides de toute nature et en particulier l'Europe. Et je dis un mot sur l'Europe avant de vous répondre directement sur Trump. L'Europe avait fondé son organisation sur le respect de la loi, sur la démocratie, et le contrepoids à toutes les autocraties qui pèsent dans le monde. Et l'Europe est maintenant, face à ses responsabilités, elle doit être capable de s'unir. L'union fait la force physiquement, elle doit le faire politiquement pour répondre à ces menaces. Alors avec Trump, c'est ce que j'appelle la diplomatie du poker menteur. Il dit les choses, il dit le maximum. Et après, il voit quelles sont les réactions. Mais il n'a aucune espèce de concept. C'est un rapport de force et il agit comme un financier qui veut gagner des parts de marché. Qui est dicté par les marchés. Et d'ailleurs, dès que la bourse baisse, dès que les taux d'intérêt bougent, Trump change d'attitude. Donc le théâtre de cette pièce de théâtre... ça a été Davos, où pendant 70 minutes, il s'est livré à une espèce de panégyrique de lui-même, de tous ses succès, et il a fait ce qui est un de ses thèmes favoris, le mépris qu'il nourrit pour l'Europe. L'Europe a été défendue par les États-Unis, l'Europe est incapable de s'organiser, l'Europe est en train de saboter sa civilisation. Mais il oublie toujours de dire que le plan Marshall, ça a certes permis à l'Europe de se redresser, mais on a été obligé d'acheter américain. Il oublie de dire que 70% des dépenses militaires européennes, et je parle de l'OTAN, sont des armes que nous achetons aux États-Unis et qui provoque la superpuissance américaine, parce que le marché européen de l'armement, comme le marché européen tout court, est très important pour l'économie américaine. Donc Trump, c'est une série de contre-vérités, mais il revient toujours à son objectif.
je suis le meilleur président qu'a connu les États-Unis, je veux agrandir le territoire américain. Alors il veut acheter le Groenland, mais il faut dire que Napoléon, c'était Bonaparte à l'époque, a vendu en 1803 la Louisiane, que l'Alaska a été acheté. C'est pour la première fois que les États-Unis achètent des terres. Et son ambition, c'est de faire géographiquement en sorte que les États-Unis soient le plus grand territoire, plus grand que la Russie. Donc cette politique a pour une fois, cette prise de position à Davos, a pour une fois suscité une réaction commune des Européens. Et les pauvres Danois, qui ont été des élèves extrêmement soumis à la puissance américaine, puisque ça a été d'ailleurs un des rares pays qui a soutenu l'intervention américaine au Danemark. Et les Danois achètent leurs armes, toutes leurs armes, ils viennent d'acheter des F-35, aux États-Unis. Mais l'Europe a pris conscience que Trump ne considérait que le rapport de force. Et à partir du moment où on a dit, si vous augmentez les droits de douane, on met en place notre politique de rétorsion, ce qu'on appelle le bazooka. Notamment, pour schématiser, ce qui est le plus important, on privait les entreprises américaines d'un accès au marché public européen, ce qui est très important pour eux. À ce moment-là, Trump a rétro-pédalé et a dit maintenant, je vais négocier le Danemark. De toute façon, il y a un accord de 1951 qui fait que les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent au Groenland. Et là, on va s'orienter vers un système juridique un peu bizarre, à savoir que les États-Unis seront propriétaires du territoire sur lequel sont leurs bases et non pas de l'ensemble du territoire. Donc c'est sans doute ce compromis qui va être trouvé. Donc Trump, c'est ça. C'est la politique de la diplomatie du poker, c'est le rapport de force, aucune empathie pour les populations. Et quand Maduro a été enlevé, moi je ne pleure pas sur le départ de Maduro, mais dans le discours de Trump, à aucun moment le mot liberté, démocratie n'a été prononcé, à aucun moment. Et je trouve ça scandaleux, la manière dont Trump a parlé au moment des émeutes, des émeutes de Minneapolis en Iran. Je y reviens, en Iran, Trump a dit aux Iraniens, continuez à manifester, prenez les institutions, nous sommes en route pour vous défendre, et ça n'a pas été fait. Et il y a un massacre, un crime contre l'humanité majeur. Et j'espère quand même, alors là, c'est pas Trump, je pense aux États-Unis globalement, que les États-Unis interviendront en Iran pour neutraliser définitivement les pouvoirs militaires qui soutiennent cette théocratie infâme. Et il y a un article de la Charte des Nations Unies qui permet, quand un crime contre l'humanité est commis par des dirigeants contre son peuple, d'intervenir, même s'il n'y a pas une décision du Conseil de sécurité en la manière. Et puis maintenant, Trump construit un casino à Gaza, puisque son conseil de la paix, j'ai l'impression que c'est le conseil d'administration d'un casino. Et on demande pour la première fois, on dit il faut donner 1 milliard pour vous asseoir à côté de Trump. Et Trump est président à vie de ce conseil. Le secrétaire général des Nations Unies n'est pas nommé à vie, mais M. Trump est nommé à vie dans son d'autant plus qu'il dit que l'ONU ne sert à rien. Exactement. C'est vrai que l'ONU a des défaillances, mais comme disait Churchill à propos de la démocratie, c'est sans doute la pire institution internationale, mais j'en connais pas d'autres de meilleures. Donc voilà, désordre, narcissisme autoritaire, violence contre son peuple. Là aussi, vous avez cité l'attitude de la police anti-immigration, que je qualifierais plus de milice que de police. Il faut rappeler qu'elle a été créée par M. Bush, mais que les instructions... quel Bush, par contre, parce qu'il y en a deux. Oui, le fils. Le fils, W. Bush. Les instructions qui sont données à cette police sont maintenant des instructions de violence. Et là aussi, Trump revient en arrière en disant c'est très triste, etc., etc. Donc, ça n'est pas de la gouvernance. C'est ce que je dis, c'est le poker menteur. Oui. Alfred, c'est un genre de poker menteur? Alors, non seulement un jeu de poker menteur, mais c'est aussi une forme d'outrecuidance de Trump
pour affirmer l'hyperpuissance américaine. Au fond, ce discours de 70 minutes a tourné autour justement de sa personne, de ses soi-disant réussites et de sa volonté justement d'affirmer l'hyperpuissance américaine, de l'étendre à travers le monde. Et sans tenir compte justement de ses alliés de toujours de l'OTAN et en dehors de l'OTAN, qui, chaque fois que les États-Unis les a sollicités, ont répondu toujours présents. Mais ce mépris vis-à-vis de l'Europe ne date pas d'aujourd'hui, c'est déjà dès son premier mandat. C'était cela, vous n'en faites pas assez pour votre propre dépense. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt la réaction de l'Europe, pour une fois, qui s'est sentie concernée pour dire « nous devons parler d'une seule et même voix face à lui ». Et hier, j'entendais la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, dire « c'est vraiment le moment maintenant, parce qu'on est à un tournant, on ne reviendra plus à l'ordre ancien d'hier. Aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et il faut que l'Europe prenne conscience, mais il faut que le monde prenne conscience justement de ce tournant. Et il y en a un qui a très bien compris cela, c'est la Chine. Exactement. Vous voyez, tout le monde fait le chemin de la Chine maintenant pour aller nouer des liens. On a vu Carney, le Premier ministre canadien, prononcer un discours formidable justement à Davos sur les puissances moyennes et ce l'attitude qu'il faut avoir, et qui est allé justement en Chine. Maintenant, Keir Starmer est en Chine. Et donc, le Premier ministre canadien qui n'est pas invité au Conseil de la paix. Exactement. Oui. L'invitation a été retirée. Et la France a refusé d'y aller. Exactement. Puisque Macron avait été sollicité. Mais il a refusé. Oui, comme tous les pays d'ailleurs. Pas tous. Le droit d'entrée, c'est $1 milliard de dollars. Alors, pour être un membre permanent. Exactement. On peut y rentrer gratuitement pour être dans le Conseil, mais... Il faut payer $1 milliard. Mais le cornu n'a pas d'argent, c'est pas possible. N'est-ce pas? Et donc, Trump, il est en train justement de faire ce qu'il a expliqué dans son ouvrage sur le deal, justement, comment négocier. Je place la barre très haut, je menace et ensuite on discute et puis on revient à une attitude raisonnable. Simplement, il a fini par crisper non seulement ses alliés traditionnels, mais même maintenant en interne aux États-Unis, il y a des frémissements chez les républicains qui disent, bon, il y a les élections de mi-mandat qui se profilent à l'horizon avec ce qui s'est passé à Minneapolis, et donc ils se disent, attendez, il faut, d'où le rétropédalage, il faut éviter justement de tuer des Américains et puis de raconter n'importe quoi là-dessus. Et peut-être que ça, il y a sa foi et un peu son orgueil, un peu sa conscience pour lui dire jusqu'où n'est pas allé trop loin. Mais les mauvais conseillers qui sont autour de lui, que ce soit le vice-président, le ministre des Armées, la ministre de l'Intérieur, etc., toutes ces personnes-là qui sont des lèche-bottes n'arrivent pas justement à tenir tête, à lui dire non, on ne s'en prend pas à ses alliés de cette manière-là. Il y a des formes diplomatiques à utiliser quand on veut discuter avec ses alliés. Et puis on fait la part trop belle à Poutine, on ne le touche pas, on ne le bouge pas. On ne parle plus de l'Ukraine d'ailleurs en ce moment. Exactement. Et je pense effectivement que c'est là où... ça sert Poutine et la Chine. Tout à fait, oui. Trump, il est en train de se tromper et puis d'amener, je ne sais pas, les États-Unis vers le mur. Mais Trump n'est pas éternel. Il faut quand même dire que les mandats américains sont assez courts. C'est 4 ans. Et il y a des élections de mi-terme et tous les partis au pouvoir ont perdu les élections de mi-mandat. Et c'est vrai qu'il y a des critiques au sein de la Chambre des représentants et du Sénat, mais aussi dans l'opinion. Il y a une partie de l'opinion MAGA qui commence à s'interroger sur les résultats de la politique de Trump, d'autant plus que les résultats économiques ne sont pas excellents. Oui, Ben Yahya voulait dire. Oui, sauf que là où je ne suis pas d'accord avec Alfred, Trump ne se trompe pas. Il a son agenda, on l'avait déjà dit. En revenant au pouvoir, c'est avec un agenda bien précis. Maintenant, par rapport à l'OTAN, ce n'est pas du mépris, c'est de la connaissance
vis-à-vis des Européens. Parce que les décrire de cette manière, alors que, Maître l'a rappelé, un pays comme le Danemark, par rapport à sa population, a fait d'énormes efforts en perdant quelque chose comme 44 soldats en Irak. Ouais, ouais. L'Italie, 53 soldats et 700 blessés. Le Royaume-Uni, 457 soldats, plus de 2000 blessés. Et n'oublions pas que le prince cadet a été là-bas à 2 reprises en mission. En mission. Donc, ça veut dire que les observateurs que nous sommes, qui suivons une certaine logique, on peut comprendre, on peut se dire que Trump est dans des analyses superficielles, à la limite erronées. Pour ce qui est de la logique. Oui. Mais par rapport à ses objectifs, il est dans son tempo, il est dans son timing. Qu'est-ce qu'il veut? Se faire passer pour le président le plus... À la limite, c'est de la mégalomanie. Oui, c'est même pas la limite, c'est de la mégalomanie. Il est juste fort avec les faibles, faible avec les forts, parce que ces provocations avec les Européens, on n'a pas d'équivalent vis-à-vis de la Chine ou même de la Russie. C'est pourquoi même on a entendu des mots très forts de la part des Européens quand le ministre batave hollandais des Affaires étrangères dit « c'est faux ». Irrespectueux de la part de Trump, c'est des mots très forts. Oui, mais Trump s'en fiche, il ne sait même pas qui c'est. Mais pour nous, ça veut dire, moi je me mets dans la logique de la compréhension des relations internationales et de la bienséance diplomatique. Il y a certains termes qu'on n'utilise pas, mais ils ont été obligés d'utiliser ces termes. C'est la même chose, c'est la même chose avec ce fameux Conseil de la paix. C'est déjà une remise en cause de l'ordre mondial, parce que quand il va installer ou bien il installe son conseil, ça veut dire qu'il met de facto l'Organisation des Nations Unies sur la touche. Et ensuite, lui, tout ce qui l'intéresse par rapport à ses objectifs, c'est les relations personnelles qu'il a avec son vis-à-vis et les intérêts économiques. Parce que tout ce qui se joue derrière sa façon de faire, que ça soit en Iran, que ça soit au Venezuela, c'est les intérêts économiques, les intérêts personnels. Oui, c'est tout. On est à la limite du conflit d'intérêts permanent. C'est la diplomatie transactionnelle. Non, mais sur l'Europe, moi je voudrais dire un mot. Trump après, je passe la parole à oui, mais je serai très bref. L'Europe doit s'en prendre à elle-même. Parce que l'Europe, moi j'ai vécu et comme haut fonctionnaire et comme parlementaire, l'Europe s'est assise dans une espèce de bien-être en regardant le western américain et en attendant que les choses se passent. Et il y a quand même... De Gaulle avait averti l'Europe en disant les relations internationales, ce sont des relations d'intérêt, de rapport de force. Et l'Europe n'a jamais voulu faire en sorte d'être une puissance, non pas pour être une puissance impérialiste, mais au contraire pour être une puissance d'équilibre dans le monde. Et on a perdu beaucoup de temps. Et je m'excuse de me citer, mais j'ai publié un livre il y a 3 ans où j'ai écrit « L'Europe, l'être ou le néant ». L'Europe avait choisi le néant stratégique. Grégory, avant de vous laisser la parole, je rajoute une question au propos tenu. On parle de l'Europe, on parle des conséquences à l'intérieur des États-Unis au niveau de la population, de l'électorat. Mais le reste du monde, quelles conséquences de l'attitude publique de Donald Trump sur, par exemple, des pays du continent d'Amérique du Sud ou du continent africain, par exemple? Est-ce qu'ils vont suivre plutôt la réaction européenne ou finalement, voilà. Bonne question. Ouais. Moi, ce que je pense, il faut toujours dissocier la forme et le fond avec Donald Trump. La forme nous fait peut-être sourire par rapport à son ton qu'il utilise, ses erreurs qu'il peut faire, mais il y a véritablement un fond avec Donald Trump. Ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas se tromper dans notre analyse. Il y a 3 niveaux pour moi qui sont en train de se jouer actuellement avec Donald Trump. Parce qu'il y a vraiment une proximité entre ce qui se passe sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Sur le plan intérieur, clairement, Donald Trump, lui, c'était ça le projet MAGA, c'est de pouvoir finalement, à un moment donné, converger, ce qui apparemment n'est pas possible, à savoir les ultra-riches qui bénéficient beaucoup de la politique de Donald Trump et la classe populaire qui adhère totalement à Donald Trump. Lui, Donald Trump, ce qu'il veut au niveau intérieur, c'est que la société, lui, clairement déjà, il renie totalement la démocratie,
les idéologues qui sont derrière lui, parce qu'il y a des idéologues derrière Donald Trump, c'est plutôt la liberté qu'ils veulent. Ils opposent liberté à démocratie. Et lui, ce qu'il cherche à faire, et ça rejoint quelque part le discours de J.D. Vance à Munich, c'est qu'il veut que des sociétés plus ou moins autoritaires s'installent en Europe. Et c'est pour ça que J.D. Vance a été très critique vis-à-vis des dirigeants européens, parce que lui, ce qu'il veut, c'est plutôt l'AfD en Allemagne, le Rassemblement national en France, Viktor Orban en Hongrie. Donc voilà le projet de Donald Trump. Ça, il l'a dit clairement. Oui, il le dit clairement. Et donc là, il ne faut pas se tromper de combat. La seconde chose, c'est que moi, ce que j'analyse, c'est qu'il est en réaction. Il est en réaction déjà sur le plan intérieur, parce que selon lui, J.D. Vance, ne veulent plus de cette Amérique qui défend les droits de l'homme, qui au nom des droits de l'homme va faire une politique interventionniste et aller aux quatre coins du monde. Ce modèle-là, pour eux, il est terminé. La seconde chose, la réaction de Donald Trump, c'est qu'il réagit vis-à-vis de la Chine. Aujourd'hui, il est difficile dans la règle de libre-échange de pouvoir contrer l'hégémonie chinoise. Donc, dans sa stratégie, je pense que ça entre dedans. Il est intervenu au Venezuela, et ce n'est pas anodin, notamment par les réserves du pétrole et parce que c'est un allié de la Chine pour contourner notamment les sanctions américaines. Là, aujourd'hui, c'est aussi l'Iran. On est en train d'attaquer encore un autre allié potentiellement par rapport à la Russie et la Chine. Donc, il y a vraiment une stratégie à ce niveau-là. Et moi, ce que j'analyse par rapport à tous ces gens qui sont autour de Donald Trump, que ce soit Marco Rubio, que ce soit J.D. Vance, je pense que chacun joue un peu sa carte parce qu'ils ont compris Donald Trump justement et ils ont une influence considérable sur lui. Marco Rubio et lui est à l'origine de l'intervention au Venezuela, qui veut aujourd'hui aussi intervenir à Cuba. J.D. Vance, lui, il est très préoccupé sur les questions intérieures et le mouvement MAGA et qui veut récupérer comme étant un héritier. Donc on voit vraiment qu'on est sur une redéfinition du monde et de nos sociétés, et c'est ce que Donald Trump est en train de dire à l'Occident, parce que lui, il veut avoir une résonance par rapport à cette politique-là. Il faut savoir si cette stratégie sera gagnante ou perdante à terme. Oui, bien sûr. Pour l'instant, il y aura les élections du terme. cette stratégie favorise la Chine et la Russie. Et l'Europe, en se tournant vers la Chine, essaie de remplacer la domination ou la commerciale et d'échange avec l'Amérique en trouvant des solutions avec la Chine. Et c'est vrai que l'Europe, si elle veut jouer un rôle, elle doit investir dans l'IA, elle doit investir dans le numérique, elle doit trouver des terres rares. C'est toute une politique. Mais vous voyez, Maître, par exemple, le Conseil de la paix. Il a eu des propositions qui ont été faites, une soixantaine de pays ont été invités. Je crois qu'il y a une trentaine qui ont accepté de bien sûr. L'Union européenne n'a pas une position uniforme en disant nous on ne veut pas intégrer le Conseil de la paix. Chaque pays répond différemment. Donc ça montre quand même une chose. C'est révélateur de quelque chose vis-à-vis de l'Europe. Trump joue le bilatéral en Europe. Il fait semblant de penser que la Commission n'existe pas. Et quand Madame la présidente de la Commission va signer un accord à la sauvette sur un terrain de golf, je trouve qu'on manque de dignité, c'est tout, c'est tout. Mais j'ajouterais effectivement une chose, c'est ça, voilà, c'est que tout ce que nous venons de rappeler ici se trouve dans le document stratégique qu'ils ont publié en novembre dernier. Et il y a dernier. une page sur l'Europe. C'est ça, voilà, où il est très clairement indiqué la stratégie qui va être mise en place pour asseoir l'hyperpuissance américaine. Et tout le reste... ça lui est égal. Voilà, complètement. Ça, c'est un... Par rapport à l'Afrique, au reste du monde. Alors, l'Amérique latine, il y a un certain nombre d'États forts qui se rallient, qui se calent sur Donald Trump, l'Argentine, le Chili, etc. On voit tous ces présidents, j'allais dire, d'extrême droite qui se rallient à lui. Mais c'est pas nouveau. L'Amérique, la CIA est intervenue tout au long de l'histoire de l'Amérique du Sud et centrale en faisant des coups d'État partout. Oui, sauf le Brésil, sauf la Colombie. C'est quand même eux qui ont... Le président colombien lui a répliqué très sévèrement. C'est quand même les États-Unis qui ont tué Allende indirectement. Oui. Si tu viens me chercher, tu me trouveras. Ouais. Moi, je suis un ancien guerriero. Et donc, finalement, Trump a rétropédalé. Quant à l'Afrique, c'est assez paradoxal parce qu'à part l'Afrique du Sud, qui a une position très claire là-dessus, on voit le Maroc qui y va parce que Trump a décidé de soutenir finalement l'initiative marocaine sur le Sahara occidental. Et donc, les autres pays sont un peu... Ils disent rien. Voilà, exactement dans ce silence, gênés
parce que aux entournures, on a vu, même le Nigeria où il est intervenu, se trompant de cible, etc., est aussi un peu sur la défensive. Il est intervenu au Congo, Rwanda. Oui, mais ça, c'est le minerai rare, comme on l'a dit. C'est ce que j'allais Mais dire. pour clôturer. Mais Alfred, là où on se rejoint, ça veut dire que les États n'ont pas d'ambition que des intérêts, donc c'est la réaction des uns et des autres. Maintenant, vous avez abordé un point essentiel par rapport à cet antagonisme entre liberté et démocratie. Le problème, c'est que c'est le personnel qui accompagne Donald Trump dans ce truc. Là, si on va au fond des choses, le personnel qui l'encadre, qui est derrière lui, c'est l'ultra-droite. Oui, tout à fait. Les descendants du Ku Klux Klan. Et tout à fait. Donc, on comprend bien là où il veut mener les choses. C'est un objectif bien déterminé avec le personnel qui va avec et pour... Non, mais dans la démocratie, ce que Trump ne comprend pas, c'est qu'il y a des règles. Il y a des règles. Il n'a jamais lu Tocqueville. Il n'a jamais lu Tocqueville. Il ne sait même pas s'il existe d'ailleurs. C'est trop fort pour lui, ça. Il y a des règles qui fixent et qui organisent les contre-pouvoirs. Trump, ce qu'il veut, c'est tuer les contre-pouvoirs aux États-Unis. Et s'il le peut, à l'issue de son mandat actuel, il va dire je suis une situation insurrectionnelle aux États-Unis, etc., état d'urgence, je fais un 4e mandat. Il a ça en tête. Oui, bien sûr. Alors je ne dis pas qu'il va réussir. Mais un troisième, autant pour moi. Un troisième, oui, autant pour moi. Le contrat social, c'est le cadet de ses soucis tous. Oui. Ah, mais c'est parce que simplement, d'une manière générale, sa psychologie, c'est s'affranchir des règles. Voilà. Exactement. Une règle est une contrainte. Oui.